Bon allez, petite présentation. Alors déjà, merci à Ico d'avoir sélectionné ma vidéo sur Mary Poppins pour son concours. Bienvenue à toutes les personnes qui ne me connaissaient pas il y a encore une semaine. Et j'espère que les vidéos que vous verrez vous plairont. Ça c'est un format, juste un mot sûr, c'est un format court. Enfin, il est souvent plus long que les autres, mais parce que je parle beaucoup. Et c'est un format qui vise juste à faire un retour critique des nouveautés. J'espère que ça vous plaira. Au pire, vous pouvez, je comprendrai que vous vous désabonniez parce que vous avez vu ma vidéo, l'icône, c'est pas le genre de format que je fais ici. Donc ça se trouve, vous croyez peut-être que je fais des icônes, alors voilà. Bienvenue dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira. Si vous appréciez mon travail, je disais au début que je m'en foutais que vous partagiez, mais au final, j'aimerais bien. C'est toujours valorisant d'avoir des gens en plus, et là, d'un coup, on est passé de 150 à quasiment 350. Ah, ça fait quelque chose quand même, hein, parce qu'on voit progresser la chaîne petit à petit, et on se dit voilà, ça se passe un peu. Des fois, c'est quand je mets un commentaire dans une vidéo je sais pas, du Fossoyeur, du chef, je dis ah tiens, j'ai fait une vidéo sur ça, passez voir, je parle de fantasy. Et les gens, ils viennent, ils regardent, ils s'abonnent. Et là, plein de gens qui arrivent d'un coup, et j'avoue, ça fait un petit quelque chose. Alors, soyez les plus nombreux possibles sur la chaîne, partagez. Moi je ne partage pas, je ne vous obligerai pas à partager, je ne vous jugerai pas si vous ne partagez pas. Mais voilà, je vous invite à partager. Tout de suite, le juste un mot sûr sur Star Wars. Alors salut tout le monde, c'est Nern. Alors aujourd'hui bien sûr Star Wars, le dernier Star Wars. Mais pour faire une bonne figure, on va commencer par aller le voir. Alors il n'est pas tard, il est tôt et on va au cinéma où ils ont organisé une double séance avec le premier de la nouvelle trilogie, puis le second. On se retrouve après. Bien, c'est bon pour l'épisode 7. C'est l'heure de l'épisode 8. C'est parti. C'était ouf. C'était ouf. Faut que j'ai l'esprit au calme pour avoir un vrai avis parce que je crois qu'il y a une des plus belles scènes de toute la saga et l'une des plus moches aussi, je crois. Bon. On en reparle dans quelques secondes, tout de suite. Nous nous retrouvons après la séance, donc le film, là je suis rentré chez moi, je me suis mis derrière mon petit fond vert. Il est l'heure de parler du dernier Star Wars, le dernier Jedi justement. Alors évidemment, impossible de parler de ce film sans spoiler à mort. S'il ne fallait retenir qu'un truc, ce serait excellent. Exceptionnel sur bien des points. Un peu décevant dans d'autres, mais les points décevants sont tellement minimes que ça serait chipoté à mort. Bon, je vais quand même en parler, mais bien sûr, je vais spoiler. Donc à partir de là, bon, le film est excellent, allez le voir. Donc à partir de là, on va spoiler, je pense. Bon, alors déjà Star Wars, le dernier Jedi, c'est le deuxième épisode de la troisième trilogie. Sur Star Wars, j'ai parlé suffisamment de Star Wars sur cette chaîne pour savoir que je suis un fan à la fois des films de l'univers étendu, de l'ancien comme du nouveau, que je trouve assez sympathique dans bien des points et qui offre plein de possibilités pour l'avenir, des points d'ailleurs qui sont développés un peu dans ce film-là. Bon, on va y aller, comme d'hab, les plus, les moins, les mais, on commence par le plus. Oh putain. On commence direct cash par le plus puissant des plus que j'ai vu dans un film de science-fantasy, science-fiction de ma life. La scène la plus magnifique. Alors, ce Star Wars, je crois, qu'il possède sans doute les 5 plus belles scènes de toute la saga. Et une scène particulièrement dégueulasse, mais ça j'en reviendrai. Toujours est-il que la première scène, la plus belle que j'ai jamais vue, enfin, si je crois bien que j'ai jamais vu, enfin en tout cas là, elle me marque tellement, c'est la scène du sacrifice du vice-amiral face au vaisseau du Premier Ordre. Ah, la scène, elle est sublime. Elle est sublime. En plus, ça renvoie au dialogue de Han quand il avait dit qu'il suffisait, si on passait en hyperespace comme ça, il serait projeté, détruit en une fraction de seconde dans l'épisode 2. Et là, on voit ce qui se passe enfin quand un vaisseau
passe en hyper vitesse à travers un autre corps, et c'est méga destructeur. Je me demande même si c'est pas genre une arme de destruction massive, ce truc. Putain, si ça fait autant de dégâts, pourquoi ils ont pas juste fait des sortes de missiles à vitesse ultra rapide qui ciblent n'importe quoi, et c'est bon, vu la capacité de destruction du machin, tu prends des moteurs hyperluminiques, peu importe leur nom dans l'univers, tu les mets face à un ennemi, tu le balances et ça détruit tout, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être une incohérence. De voir tant de destruction provoquée par ça, ça serait à la limite incohérent par rapport à ce de la saga, vu que, en fait, vu la destruction que ça va, je me demande ce qui se passerait si on traversait une planète. Bonne question. En tout cas, au niveau des armements, pourquoi ils ont pas tous des missiles à hyper vitesse pour détruire des vaisseaux gigantesques? C'est peut-être proportionnel à la masse du vaisseau, donc il faudrait des missiles de la taille d'un vaisseau. Mais en tout cas, en dernier recours, j'avoue, c'est une putain de stratégie. Ah, l'attaque kamikaze, c'est super efficace. Tu prends n'importe quel vaisseau un peu grand, face à un vaisseau encore plus grand, et tu traverses. Magnifique. En tout cas, la scène est sublime. Deuxième point, d'ailleurs il va y avoir plein de points positifs, quelques points négatifs et quelques mouais. Bon allez, la suite. Donc sans doute la deuxième scène la plus belle de toute la saga Star Wars, la scène de Leia dans l'espace. Bon, c'est un crève-cœur de me dire que Akbar est mort un peu comme ça dans l'espace, mais en même temps il est dans le poste de commandement, c'est logique que c'est comme ça qu'il mourrait, je pense qu'il voudrait pas mourir autrement. Mais Leia dans l'espace, qui s'éveille et qui traverse les débris, qui rentre dans le vaisseau, c'est magnifique. Leia, j'ai attendu une Leia comme ça depuis que je connais la saga, c'est-à-dire quasiment toute ma vie, hein, parce que je suis né fin 80, donc Star Wars existait déjà, et Leia existait déjà, et j'ai attendu ça depuis que je connais Star Wars. Une scène où on voit Leia déployer une maîtrise de la force digne de sa famille, et je me dis que ça serait une putain de Jedi. Elle aurait fait une putain de Jedi. C'est incroyable. Ah, quelle déception de ne pas l'avoir un sabre à la main, et on la verra sans doute jamais avec un sabre à la main, à part dans les comics, parce que malheureusement l'actrice est décédée là dernièrement, mais la scène de Leia qui se réveille dans l'espace et qui avance à travers les débris. Deuxième plus belle scène, peut-être même première scène, hors scène de bataille, c'est peut-être la plus belle scène de toute la saga Star Wars, de mon point de vue. Ah, c'est les deux là, la scène de l'explosion en hyperespace et la scène de Leia dans l'espace, elles sont coude à coude là. Là, maintenant, en sortant de la salle, je saurais pas dire laquelle est la plus belle. Laquelle est la plus belle? Non, non, non. L'effet audio de la première scène fait qu'elle est meilleure, mais... Ah, cette scène est incroyable. Alors, là, on va dire tout le passage avec le Supreme Leader Snoke. Alors, il y a plein de défauts dans cette scène, et j'en parlerai. Enfin, pas plein. Il y a des défauts dans cette scène, mais j'en parlerai. Mais sinon, la scène en elle-même, elle est superbe. Elle est superbe. C'est l'ambiance, la pièce, elle est magnifique cette scène. Avec le leader qui s'oppose à Rey, qui la torture après qu'elle se bat. Le combat Rey-Kylo contre les serviteurs rouges, c'est magnifique. C'est magnifique. En fait, c'est limite, c'est un délire de fan. Les gens, ils ont vu ces deux personnages, depuis toujours ils se sont dit, il faut les mettre en couple. Peut-être pas en couple du genre union sacrée, mais ils ont fait une équipe, et là, on verra sûrement pas ça dans la saga, mais c'est le côté obscur et le côté lumineux qui se battent côte à côte. Mais c'est même pas ça, les deux ils sont gris, parce que Rey n'est pas assez lumineuse et Kylo n'est pas assez dark, et les deux ensemble, ça a fait une alchimie, et le rendu est magnifique. Et j'ai même cru que Rey allait rejoindre Kylo à la fin, et j'ai cru ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Parce que ça aurait apporté un truc à la saga qu'il n'y a jamais eu avant, ça aurait brisé le manichéisme, et ça aurait apporté un tout nouveau visage. Mais bon, ils l'ont pas fait, c'est Disney, faut pas nous déconner, mais c'est ouf. Une scène bien glauque d'ailleurs, il y a du gore dans cet épisode. Alors, quatrième point positif, que je suis ravi, les parents de Rey sont des pécores. Et ça, j'en étais pas sûr, mais je l'espérais tellement. Oh, ça m'aurait tellement cassé la tête que ça soit une héritière descendante de Ben, descendante de Luke, descendante de May. La seule hypothèse sur ses ancêtres qui m'aurait plu, limite, ça serait peut-être qu'elle aurait été en quelque sorte la fille de Palpatine. De toutes les hypothèses, c'est la seule qui m'aurait plu en tant que fanboy.
Parce que ça aurait été, en fait, l'héritière du côté obscur qui serait devenue Claire, alors que de l'autre côté, c'est l'héritier du côté positif qui serait devenu Dark. Mais qu'elle soit la fille de personne, j'adore. C'est génial. C'est génial. C'est la meilleure façon qu'il pouvait faire. C'est le seul moyen de décevoir personne, et en même temps, c'est le seul moyen de faire taire toutes les théories autour des origines de Rey, qui, simplement, elle est douée dans la force. Bon, c'est une Marisou, faut pas déconner, mais elle est juste compétente pour équilibrer, en quelque sorte, pour apporter l'équilibre. Alors, autre point positif génialissime, le retour de la politique. Alors, c'est subtil, mais le fait que la seconde de Leia, que ça soit pas Poe, mais que ça soit la vice-admirale d'un vaisseau à côté, c'est totalement normal, et je me suis un peu retrouvé un peu dans Battlestar Galactica, dans les épisodes avant que Lee Adama devienne amiral, où en fait, forcément, ça se transmet pas de père en fils, ni de fils spirituel, parce que Poe c'est en quelque sorte le fils spirituel de Leia, et ça se transmet à un autre commandant militaire, haut gradé, d'un autre vaisseau, et c'est totalement logique. Et le personnage est génial, et son sacrifice prouve que c'est un grand commandant. D'ailleurs, Poe, qui est un abruti, qui est remis à sa place, ce qui est magnifique, apprend, change. Enfin, il est peut-être toujours tête brûlée, mais en tout cas, il a compris que ça servait pas forcément à grand-chose d'être une tête brûlée, de foncer en première ligne, et que des fois, il faut reculer pour mieux sauter. Et ça, c'est génial. Et le fait que cette politique... Déjà, cette part de la politique du côté des résistants, c'est génial. Et côté Dark, eh ben, le fait que Kylo Ren prenne le pouvoir, c'est logique pour moi, hein. Le leader Snoke, semble-t-il, c'est un utilisateur de la Force. Logiquement, son héritier est un autre utilisateur de la Force. D'ailleurs, j'ai bien aimé le petit côté avec le général Hughes, qui s'apprête à sortir son arme pour buter Kylo au sol. C'est logique. Ça me fait penser beaucoup à un peu un truc romain, un général qui tue un autre général pour prendre le pouvoir. Et en même temps, c'est logique parce qu'il le voit au sol, il voit qu'il est inconscient, il sait qu'il pourra pas le battre autrement, il s'apprête à sortir son arme, il se réveille, il sait qu'il a perdu sa chance, il remet son arme, il tente rien. Voilà, c'est génial. C'est génial. Le retour de la politique dans Star Wars, et je dis oui, je dis un grand oui. Bon, évidemment, tous les combats au sabre, parce que Rey contre Luke, c'est pas du sabre, mais ils sont chorégraphiés, mais c'est magnifique. C'est pas aussi excessif que dans la prélogie, c'est pas aussi pauvre que dans la trilogie originelle, et en fait, c'est dans l'esprit du 7, mais mieux fait. Enfin, dans le 7, c'était 2 combattants, un blessé, donc amoindri, et une qui connaissait rien. Et là, il y a plus de combattants qui connaissent mieux, qui sont en forme, qui ont une meilleure compréhension de la force, et ça fait des superbes combats. En particulier, le combat entre Luke et son neveu, c'est génial, c'est génial. Luke déchire tout. L'acteur qui joue Luke, il a disparu des écrans après avoir joué Luke, et c'est incroyable parce que c'est un super acteur. Et c'est génial, c'est génial. Les scènes de combat au sabre sont géniales. Elles sont géniales, c'est les meilleures de la saga peut-être. Bien, mais à mon sens, bien meilleures que les sagas de la prélogie. Alors j'adore les combats de la prélogie avec toutes ces techniques et tout, mais là, elles sont géniales, elles sont belles, elles sont simples, et c'est cool. Elles sont cool. Bon, là, c'est un petit point positif, ça semble être confirmé, les Chevaliers de Ren sont bien d'anciens disciples de Luke, ce qui... Alors, je pense pas qu'on les verra dans le prochain film, ou alors on en verra un ou deux, mais en tout cas, ça permettra de développer dans l'univers étendu une pléthore d'ennemis potentiels fort intéressants pour la suite, et moi, je suis un fan de l'univers étendu, et je suis très content de savoir que, en tout cas, si c'est pas les Chevaliers de Ren, on sait que des anciens disciples de Luke ont suivi Ben du côté obscur, ou du côté de Snoke. Et ça, c'est génial pour la suite, et ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et on va s'arrêter là pour les plus avec le dernier point positif, c'est le retour de Yoda, ce qui est totalement logique, parce que forcément, ça a jamais gêné Yoda dans la première trilogie pour apparaître. Pourquoi il n'aurait pas apparu dans cette saison-là? Surtout qu'avec Luke, c'est logique. D'ailleurs, ça me surprend même qu'ils n'ont pas tenté d'incruster Obi-Wan, ça m'aurait plu de le voir aussi. Mais déjà, il y a Yoda, et c'est super. Par contre, le retour de Yoda amène au premier point négatif. Alors, je suis le premier à aimer les marionnettes. C'est pas pour rien que j'ai parlé en premier de Dark Crystal, mais la marionnette de Yoda, elle est moche. Elle est moche.
Ils avaient fait Asma, qui était superbement bien réalisé, en capture design, et ils ont remis la marionnette moche. C'est bon, il y a suffisamment de marionnettes à droite à gauche. Yoda était pas bien fait. Yoda, c'est un personnage qui parle, qui bouge. On reste un certain temps sur son visage. Une marionnette, comme ça ne convient pas. Pourquoi pas un système hybride marionnette et effets spéciaux, pourquoi pas. Mais là, juste la marionnette, ça ne convient pas. C'est moche. C'est moche. Bon, alors, autre point négatif, et là, on rentre vraiment dans... Je crois que c'est la plus moche de toutes les scènes de Star Wars. Alors, c'est furtif, mais elle m'a choqué. C'est la scène où... C'est le début de la scène où Luke et Rey sont au sommet de la falaise, au niveau du gros rocher où ils s'assoient dessus. Et c'est incrusté fond vert, mais ça se voit de ouf. Ah, ça bave, c'est dégueulasse. Ah, ce passage-là, il n'apporte rien. Enfin, si, il apporte, c'est la suite continue de la scène. Mais il est moche. Oh, c'est carrément moche. C'est moche. Je crois que c'est l'incrustation la plus laide. Même les incrustations vides de la prélogie sont moins moches que celle-là. Et c'est un film moderne. Bon, point négatif qui n'en est peut-être pas un, mais à mon sens si, c'est la bataille spatiale qui se déroule sur tout l'épisode. Bon, l'épisode est très court, et ça suit, d'ailleurs je reviendrai sur ce problème. D'accord, c'est intelligent, les gros vaisseaux vont moins vite que les petits vaisseaux, donc forcément il y a une distance à laquelle ils peuvent plus les atteindre, mais ils ont une vitesse lumière, et on sait qu'ils peuvent être plus ou moins précis. Par exemple, le Falcon Millennium, il est atterri au niveau de la planète, et même, il a dit qu'il arriverait pas loin, c'est-à-dire, de la taille d'une planète, c'est pas grand pour un vaisseau. Pourquoi? Alors, pourquoi un vaisseau du premier ordre est pas passé en vitesse lumière, s'est éloigné, et est apparu devant les autres vaisseaux des rebelles? Je ne comprends pas. Là, c'est juste, ils sont derrière, ils se poursuivent, et ils attendent qu'ils aient plus d'essence en face. Et oui, sur l'océan, c'est une bonne stratégie. Parce qu'ils peuvent pas se déplacer plus vite que l'autre vaisseau. Et là, ils peuvent, pouf, ils apparaissent devant, ils attendent. Et même au pire, ils se projettent. Bon, vu c'est pas précis, ils atterrissent 3 km devant, et ils attendent. Ou alors ils arrivent comme ça. C'est-à-dire, ils les prennent en tenaille. Il y a 2-3 vaisseaux qui partent devant, et hop, paf. Et pas, on les poursuit, on leur court après, on attend qu'ils se fatiguent. J'ai trouvé ça débile. Alors ça, c'est un point négatif qui n'en est peut-être pas... Enfin si, c'en est un, parce que c'est dommage, c'est aucune information sur Snoke. On sait pas qui c'est, on sait pas d'où il sort. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit pas un utilisateur de la Force, et que ça soit juste un mec de l'Empire qui est monté en grade, et que ça aurait suivi ce truc classique, et qu'il aurait eu des connaissances... ça aurait pu être un serviteur de Palpatine, qui aurait récupéré des informations sur les sites, et qui aurait transmis son savoir à truc. Et là, c'est, semble-t-il, un utilisateur de la Force. Donc, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il vient, on sait pas si c'est un Ancient Jedi, on sait pas si c'est un Sith, on sait rien. C'est probablement pas un Sith, parce qu'il a pas donné d'arc, ou alors c'est un Sith qui, comme les premiers Sith, a voulu changer le modèle de suite, mais là, on sait rien de lui. Il meurt et on sait rien de lui. Alors ça sera peut-être développé dans le prochain, ça sera sûrement développé, en tout cas dans tous les cas, dans l'univers étendu, ce qui m'emplit de joie. Mais un personnage comme ça qu'on a développé, je pense qu'il aurait peut-être fallu au moins une petite phrase, du genre, je sais pas, Palpatine était un abruti, je l'ai bien connu, j'ai été son disciple, il a été mon disciple, je viens d'une branche secrète de Jedi, je suis un adorateur de la Force obscure, n'importe quoi, juste une phrase, pour nous dire plus ou moins qui il est. Mais ça se trouve, les scénaristes, ils le savent même pas en fait. Ils ont créé le leader Snoke, ils savent pas d'où il vient, où il va, et ils le développeront par la suite, et donc là, ils ont décidé de le tuer sans dire qui il était. Et je trouve ça dommage. Très dommage. Et c'est un point très négatif pour moi de pas savoir, au moins de pas avoir un indice sur ses origines. Juste un indice. Parce que là, on sait juste un utilisateur de la Force, il utilise les éclairs de Force, donc c'est sans doute un utilisateur du côté obscur. Et là, c'est dommage. Bon, avant-dernier point négatif, le général est un abruti. Le général du premier ordre est un abruti fini. Les personnages de la saga le savent. Le suprême leader Snoke le sait, et dit que c'est utile d'avoir un abruti aux commandes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est utile d'avoir un abruti aux commandes. Mais, alors, qu'il soit jeune, qu'il fasse des erreurs, oui. Ça, je comprends que dans le précédent épisode, ça soit un jeune général qui fasse des erreurs. Mais qu'il ait un génie tactique, ça serait bien. Et là, c'est juste un abruti qui est général. Expliquez-moi ça! Non, je suis pas d'accord. Général Hux est un abruti. Au début, là, quand il se fait... Bon, c'est rigolo, mais ça montre vraiment qu'il est un abruti quand Poe lui fait des vannes et qu'il lui tire pas dessus. Non, mais il est général, le mec. Trouvez-moi une raison pourquoi il est comme ça.
Dites-moi pas juste que c'est un abruti et que c'est utile d'avoir un général abruti, parce que c'est débile. Bon, en fait, c'est celui-là l'avant-dernier point négatif, c'est le mec de la prison. Alors, c'est évident qu'il va les trahir. C'est évident, c'est évident. C'est même pas genre comme Lando. Genre Lando Calrissian, c'était un ami de Anne, qui les trahit, qui trahit Anne et Leia, qui les vend à l'Empire, mais c'était un ami de Anne, à la base. Il avait des raisons de lui faire confiance. Hein. Bon, c'était subtil, mais il y avait une raison de faire confiance. Là, ce mec, on sait pas qui c'est. Il sort de la prison, il dit qu'il est compétent, ils en savent rien. Ils connaissent même pas ses capacités. Bon, il montre à un moment donné qu'il est compétent, et par la suite, il montre qu'il est compétent. Mais ils en savent rien. Ils ont pris un mec, ça se trouve c'était un poivreau qui sait rien faire, et qui se retrouve comme un... comme ça. Non, 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 c'est débile. Ils auraient pu mélanger son personnage à lui avec le vrai mec qui devait aller chercher à la base, avec la fleur en cristal sur le truc. Tu sais, ils auraient pu très bien faire que ce mec les ait repérés, et vu que c'était vers lui qu'ils se dirigeaient, qu'ils se mettent en prison, et qu'il aille les libérer en leur demandant qui vous envoie. Parce que j'ai bien vu que vous me suiviez, donc qui vous envoie. Là, le mec il sort de prison, on sait même pas d'où il sort. Bon, c'est un acteur connu, c'est très bien, hein, mais non, c'est débile. Genre, je vais en tôle, j'ai besoin d'un voleur, le mec il me dit je suis un voleur, eh ben je t'engage. Non mec, j'ai besoin d'un mec particulièrement précis, et juste me dire que t'es précis ne suffit pas. Bon, dernier point négatif, c'est la temporalité de cet épisode. Ça se passe en moins de 3 jours. Et ça prend la suite directe. Donc ça enchaînera avec le point mouais, et ben c'est que c'est pas un épisode 8. C'est l'épisode 7.2. D'ailleurs, comme j'ai vu les 2 épisodes à la suite au cinéma, ça convient parfaitement. C'est l'épisode 7 partie 1, l'épisode 7 partie 2, ce n'est pas l'épisode 8. Il n'y a pas d'espace entre les deux, c'est la continuité de l'action. Bon, on enchaîne sur les mouais, sachant que ça, le fait que ce soit le 7.2, c'est le premier mouais. Autre mouais. L'autre mouais, en fait, c'est le Chewbacca et les oiseaux, quoi. Chewbacca ne sert à pas grand chose. Moi, je l'aurais bien vu capitaine du Faucon, hein, mais semble-t-il, il reste à son poste de second. Mais alors que le Faucon, c'est le sien. Hein. C'est pas Rey, elle est à la place du capitaine. C'est pas à elle d'être à cette place, c'est Chewbacca. Et les oiseaux, ils sont mignons, mais ça m'a fait un peu glauque quand on voit Chewbacca essayer de bouffer un oiseau qu'il a plumé et cuit, et les autres oiseaux, ils sont en train de le mater. C'est imaginé avec des humains. C'est un extraterrestre qui a pris un humain, qui l'a dépecé, qui l'a fait cuire, qui s'apprête à le manger, et les autres humains sont à côté en train de le regarder, et qui font des têtes de gentils. Putain, il est en train de bouffer vos frères, vos congénères. Tirez-vous. À moins que ça soit comme des dodos. Mais dans ce cas-là, ne le regardez pas en mode oh, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de manger mon frère? Non, mettez-leur un regard de dodo. Ça aurait été logique, c'est des trucs un peu humoristiques. Ça aurait pu être des sortes de dodos un peu débiles. Bon, les dodos étaient pas débiles, mais on aurait pu leur faire des yeux de crétins. Genre en mode pas en mode oh, tu tues mon père. Non. Non, s'il a tué ton père et qu'il l'a dépioté pour le bouffer, tu te barres, petit oiseau. D'ailleurs, physiologiquement, je suis pas sûr qu'ils puissent voler. Parce qu'on les voit voler, mais à mon avis, ils utilisent la force pour voler. Parce que vu la gueule qu'ils ont, bon, passons, c'est con. D'ailleurs, en passage, les créatures qui sont sur l'île avec Luke, elles pop comme ça. C'est bien sympa, elles ont l'air sympas, mais j'aurais aimé qu'on les voie un peu avant. Parce que là, elles apparaissent clac comme ça, Rey fait un trou dans un mur, ils apparaissent et se mettent à gueuler, oh, t'as fait un trou dans notre mur. Mais faites-les apparaître juste un peu avant. Genre Rey, elle aurait pu le voir de loin et dire c'est quoi ce truc. Et là, Luke aurait par la suite expliqué qui ils sont. Là, ils apparaissent magiquement, on sait pas qui c'est. En même temps, c'est de la science-fantasy, donc il y a un peu de magie. Bon, autre point, ouais. La saga de Finn, enfin toute la partie Finn, elle est chouette, mais elle est bizarre. Hein. Elle est bizarre. Hein. Il va sur une planète pour récupérer un mec. Il y a une dénonciation des vendeurs d'armes, une dénonciation qui est en quelque sorte désamorcée par le fait que c'est présenté que les vendeurs d'armes vendent des armes autant méchants qu'aux gentils. Donc en fait, c'est quoi? Tu dénonces les vendeurs d'armes en disant que c'est des salauds, mais en même temps, tu dis que quand même, ils vendent des armes à tout le monde. Où est la dénonciation? Troisième point mouais, c'est la force, qui a... Alors c'est très riche, on apprend et on apprend rien. Il y a plein d'informations sur la force, et ça va mettre du temps à distiller, à comprendre ce qu'ils ont dit exactement, mais on voit plein de pouvoirs de la force intéressants. Et on nous montre une force mystique très intéressante, qui me laisse à penser d'ailleurs que les Jedi de la prélogie sont vraiment loin de cette... Enfin, de ce qu'on en voit, parce que ça se trouve, les entraînements de Obi-Wan et Anakin, c'était comme ça, mais de ce qu'on a vu, on n'a pas vu la force comme une force mystique forte. Alors que là, c'est clairement une force mystique forte avec des mystères. C'est aussi parce qu'on le voit du point de vue de Rey. Mais voilà, la force est très mystique, c'est très bien, mais il n'y a pas assez d'explications. Il y a trop de ta gueule, c'est la force. Et je suis désolé, les midi-chloriens c'était peut-être un peu nul, mais au moins ça tentait d'expliquer un truc.
et ta gueule c'est la force, et ta gueule c'est magique, ta gueule c'est scientifique. Je trouve ça un peu dommage. C'est beau, c'est mystique, mais dans un univers qui a un fond de vraisemblance, ils essaient de quand même avoir un truc solide, et ben c'est un peu dommage. Bon, avant-dernier point mouais, Rey est toujours abusée. C'est toujours une Marisou. Ils essaient d'expliquer qu'elle a la force, elle a une force égale à celle de Kylo et que ça serait une sorte d'équilibre lié à ça. Donc elle contrebalance le pouvoir excessif de Ben. Et ok, mais elle a quand même pas la formation. Donc ok, elle est très forte, elle a une affinité avec la force particulière et tout ça, mais elle n'a pas la formation nécessaire pour être au niveau de l'autre. L'autre, il a été formé toute sa vie, limite. Je trouve ça dommage qu'elle soit au même niveau que lui. Elle devrait être un peu moins forte. Et elle est abusivement forte. Ah, elle est abusivement forte. Luke, il a galéré. Il s'appelait Chevalier Jedi alors qu'il avait même pas un fragment de formation, mais Rey, elle est Obermaître avec son niveau actuel. Si on prend en comparaison Luke, qui se considérait comme un Chevalier Jedi après 2 semaines de formation avec Yoda, Rey, c'est 3 jours de formation avec Luke et c'est le maître des maîtres de la force. Hein. Bon, donc toujours un peu abusé. C'est toujours lié à la temporalité. Tu vois, vous voyez cet épisode, hein, il se serait passé 1 an après l'autre, Rey serait resté 1 an avec Luke, elle aurait été formée un peu par Luke, ça aurait pu être logique. Une grande affinité avec la force, 1 an d'entraînement, aurait pu légitimement faire comprendre qu'elle était forte. Là, 3 jours, c'est trop court. Et le dernier point mouais, qui est un point qui va me poser problème par la suite, je pense, c'est Leia. Leia qui est magnifique, Leia qui est géniale, mais Leia qui n'est pas morte, et Leia qui est et l'actrice de Leia qui est morte dans le monde réel. Et je crois que ma déception, c'est que j'aurais voulu un Luke Leia contre Ben Solo. J'aurais voulu que la scène finale, Luke contre Ben, ça soit Luke et Leia contre Ben. Ça aurait pu être superbe. Ça aurait pu être magnifique. Leia aurait pu rester dans son caisson, elle aurait pu mourir dans son caisson, et son esprit aurait pu apparaître à côté de celui de Luke pour combattre Ben, et ça aurait été génial. Les jumeaux qui disparaissent en même temps, nés le même jour, morts le même jour, côte à côte. Et d'ailleurs, il y a une des rares scènes émouvantes entre les deux de la saga, où Luke il embrasse le front de Leia, et c'est beau, et Leia survit à son frère jumeau, et je pense qu'elle aurait dû mourir avec lui. Je pense qu'ils auraient dû disparaître dans la force ensemble, après que leurs esprits aient combattu Ben, pour lui montrer qu'il y a plus fort que lui, pour montrer que voilà. Et là, Leia survit, et je me demande comment ils vont faire pour la suite. Alors ils vont se démerder, hein, ils sont très forts, mais comment ils vont faire? Et je suis déçu pour ça. Leia aurait mérité un face-à-face avec son fils, aux côtés de son frère, et ça aurait été... Ça aurait été le plus beau des hommages. Malheureusement, ça a été fait avant, donc à mon avis, ils n'auraient pas pu faire des reshoots. Et même... mais ça aurait dû être... Ça aurait dû être à la base fait comme ça. Voilà. Bon, toujours est-il que, pour moi, l'épisode 7 et 8, ça forme un tout. Ils pourraient juste faire le 7 et le 8 et pas faire de 9, ou faire une nouvelle trilogie après le 7 et le 8, ça aurait été nickel, parce qu'au final, c'est la fin des anciens, la place aux nouveaux, et tout à reconstruire. Parce que Kylo doit reconstruire le Premier Ordre avec lui à sa tête. On ne sait pas s'il y avait des dissensions internes. Poe doit reconstruire la Résistance avec ses amis autour de lui. Et en fait, ces 2 épisodes auraient pu former un tout. Ça aurait pu être l'épisode... la duologie du passage de flambeau. Et après, une nouvelle trilogie où on verrait, je sais pas, la création, 10 ans plus tard. Enfin, le combat contre le Premier Ordre. Et tout. Et là, non, visiblement, il va y avoir un prochain, et je me demande ce qui va se passer dans le prochain. Parce que la Résistance, elle est morte, le Premier Empire est, semble-t-il, au meilleur de sa forme, et personne n'est venu sauver la rébellion. C'est-à-dire tout le monde s'en branle de la rébellion, semble-t-il, dans l'univers. Et je pense qu'il aurait fallu que cette trilogie s'arrête au 2e, donc à celui-là. Ça aurait été une très belle fin, ça aurait été une fin avec Leia qui meurt en même temps que Luke, pour faire un passage de flambeau complet. Et voilà. Et une nouvelle trilogie par la suite, pour expliquer ce qui se passe avec les nouveaux protagonistes. Bon. Je vais m'arrêter là pour ce retour sur Star Wars, le dernier Jedi, qui est un super épisode malgré les points négatifs, qui a c'est rare dans mes genres de critiques, il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, et il y a des scènes, elles sont magnifiques. Allez voir ce film, moi j'y retournerai sûrement le voir parce que c'était superbe. Allez, je vais m'arrêter là, prenez soin de vous, on dirait du Randall, prenez soin de vous, allez voir des films. Non, bon, moi je vous dis, allez voir Star Wars, en attendant, je vous dis salut,
Salut!